première résistance contre l'occupation française en Algérie, les Moudjahidines ont montré une conviction profonde qui permet de distinguer en temps de guerre entre combattants et non-combattants. Un comportement qui s'oppose à la logique meurtrière des conflits armés et en diminue les horreurs. Une conviction puisée au cœur même de la foi de ces Moudjahidines. Salam alaikum, professeur. Issa Belmekki, donc on peut dire sans aucune hésitation que le droit humanitaire en temps de guerre n'est pas étranger à la religion musulmane. Bien sûr, il est même intrinsèquement lié à la religion musulmane. Quand on voit l'histoire de l'avènement de l'islam, et même les formes, entre guillemets, primitives de l'islam durant sa maturation, avant le message final, ça a toujours été, été caractérisé par l'humanité, l'humanitarianisme. Ça fait partie de l'islam, l'humanité, ça fait partie de l'islam. Et il faut aussi faire une petite remarque sur la notion de guerre en islam. La guerre, c'est ni un sport, ni un passe-temps, ni un moyen de subjuguer les autres. La guerre, c'est un moyen de défense, c'est une contrainte, et ça doit avoir une explication parce qu'on doit rendre des comptes à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vous avez parlé de résistance. Vous savez, il y a une loi naturelle qui veut que tout peuple envahi, colonisé, développe de façon spontanée un mouvement de résistance. C'est spontané et c'est généralisé. C'est ce qui s'est passé à partir de 1830 en Algérie. Il y a une résistance spontanée, populaire. Donc ce n'était pas des armées régulières, mais une résistance populaire. Évidemment, cette résistance populaire était dirigée par des personnalités, des fortes personnalités, des personnalités où il y avait beaucoup d'érudits, beaucoup d'hommes saints, etc. Et c'est le cas de figure de l'Algérie dès l'arrivée des Français en Algérie. Ce processus s'est terminé par l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est 132 années plus tard. Ça veut dire qu'il y a eu un itinéraire guerrier qui s'est passé en 4 étapes. Parce que l'indépendance de l'Algérie a été le résultat d'un acte volontaire. C'est plus du spontané, c'est plus de l'instinctif. C'est un acte volontaire. Et tout acte volontaire doit être préparé avant par des actes objectivement liés. Par exemple, l'émir Abdelkader, qu'est-ce qu'il a fait dès le début de l'occupation française? Il avait déjà l'embryon d'un État algérien en tête. Il avait l'embryon en tête. Lui et son père Mouhiddin. Donc l'émir Abdelkader avait déjà le concept de l'État algérien en tête. Et puis la France s'amène. Les troupes françaises s'amènent. Alors cette étape de conceptualisation, cette conceptualisation de l'État moderne algérien nous a été léguée par l'émir Abdelkader durant 17 années de résistance. Oui. Après cette période de conceptualisation, il y a eu la période de ce qu'on appelle en arabe le mudhakara. Donc tasawwur al-mudhakara. Le mudhakara, ça correspondait un peu, c'est l'étude, l'analyse, on analyse, on sous-pèse, etc. C'est le mudhakara. C'était un peu la période de l'émir Kheld. C'est bien plus tard, oui. C'est un peu la période de l'émir Kheld. Et puis est venue la troisième étape, le tasmim. Il y a donc tasawwur, mudhakara, tasmim. Conceptualisation, étude, donc étude de viabilité, etc. Et décision, tasmim. Et puis vient la quatrième et dernière étape qui est l'exécution, le tenfid. Le tenfid, c'était le 1er novembre 1954. Donc cette révolution algérienne, qui portait en elle tout cet héritage, tout le poids de cet itinéraire,
allait être chargé des valeurs du concept de la guerre en islam. C'est clair. Mais évidemment, nul n'est parfait. Il y a des égarements, il y a des erreurs, etc. Ça, c'est l'histoire en marche. Nul n'est parfait. Et l'humanité n'est pas composée d'êtres angéliques ou quelque chose de ce Et genre. surtout en période de guerre, justement. Évidemment. Surtout que l'ennemi qui a envoyé l'Algérie, il avait plus d'un tour dans son sac. Par exemple, pour transformer, durant tout ce laps de temps, pour transformer la mentalité des Algériens, il a eu recours à plusieurs stratagèmes. Par exemple, d'abord, il a combattu leurs référents identitaires, comme ça, ouvertement. La langue arabe, la religion, l'islam, etc. Et l'apex de ce combat, c'était le fameux centenaire de 1930. Oui. Durant ce centenaire de 1930, ils ont semé la graine de l'ethnocentrisme, de beaucoup de choses qui vont affaiblir la société plus tard. Donc, au moment du tasmim, la fin de la période de Mudhakara et le début du tasmim, on appelle ça dans le jargon de l'histoire moderne le mouvement national, le haraka al-wataniya. Le problème avec cette haraka wataniya,
On avait même un parti communiste dans lequel était Massalih Haj. Oui, bon. Après, il y a eu Arslan qui l'a retiré du communisme pour... mais il y avait une activité partisane qui caractérisait le mouvement national. Il y avait même le mouvement entre guillemets réformiste de Jamaat Ulama Jazairienne, qu'on accuse maintenant d'avoir été des collaborateurs avec la France, d'avoir accepté... Quoi. Oui. On peut dire que c'est même eux qui ont construit l'esprit révolutionnaire. Mais pourquoi je vous cite tout ça? Parce que cette lutte idéologique qui a été provoquée à dessein a affaibli un peu ce mouvement national et elle a laissé des traces négatives dans tout ce processus. Pour résumer, dès le départ, dès l'arrivée de la France en Algérie, il y a un processus de résistance et d'indépendance qui s'est enclenché. Il est passé par des étapes tout à fait logiques. الفعل الإرادي يبنى على 4 أقسام: التصور، المذاكرة، التصميم والتنفيذ. Et c'était le cas quand on fait la bonne lecture de ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est réellement passé. Maintenant, quand on rentre dans les détails, on voit la trace française. On la voit. Par exemple, de mon temps, j'ai vécu les 14 dernières années de la colonisation de l'Algérie. Ils ont inventé ce qu'on appelait les lycées franco-musulmans. Les lycées franco-musulmans. Pas franco-algériens ou franco-arabes, franco-musulmans. Pas que chrétiens musulmans ou judéo-musulmans, franco-musulmans. Alors, les programmes de ces lycées, ils ont voulu créer une élite composée par des gens qui ne seraient pas des Français, parce que c'est des Français improbables, et des Arabes ou des Algériens approximatifs. Comment ils sont arrivés à ça? Nous avons pas mal de personnalités qui sont passées par ces lycées franco-musulmans et, bon, on ne va pas les citer, mais ils n'ont pas été d'une grande utilité pour la nation algérienne naissante. Pas tous en tout cas. C'était, oui, mais la loi des grands qui ont nombres. été des grands apports. Oui, la loi des grands nombres. C'était des lycées bilingues où on apprenait l'arabe et le français. Donc, on apprenait la langue et les lettres arabes et la langue et les lettres françaises. Alors, du côté langue et lettres arabes, on n'apprenait que les déchets. Ebou Nouès, les chansons paillardes, les poèmes des bistrots, etc. Et du côté lettres et langue et lettres françaises, alors là, c'est du Voltaire, de La Fontaine, du Racine. Donc, on a formé des intellectuels qui avaient une vision négative et avilissante et rabaissante de la culture arabe, et une autre qui était plutôt élévatrice, apologétique de la civilisation française. C'est comme ça qu'ils travaillaient, parce que ce qui comptait pour eux, c'est de former une élite qui gouvernerait les indigènes, pour eux. Donc une élite qui gouvernerait les indigènes par délégation française. Et c'est ça le stratagème qu'ils ont inventé pour arriver à bon escient. Mais le processus que j'ai cité dès le début a été plus fort, parce que malgré l'apparition d'idéologies étrangères, exogènes, dans le mouvement national, etc., finalement, la révolution, la guerre de libération algérienne a eu lieu, et elle a eu gain de cause. Pourquoi? Parce que, majoritairement, globalement, elle était dirigée et encadrée par les principes de l'émir Abdelkader, de Massalih Haj, etc., etc. Et donc, cet Algérien qui ne s'est pas dissocié de sa dimension musulmane, comme le dit professeur Belbeki, malgré tout ce qu'a pu faire le colonisateur français, on l'a déjà vu donc, dès le début avec l'émir Abdelkader, qui avait déjà établi un droit pour les personnes privées de liberté. D'ailleurs, même en pleine lutte contre le conquérant, le colon français, l'émir avait exigé un traitement humain qui soit réservé aux prisonniers, sous peine d'être puni d'ailleurs. Justement, vous faites bien de le dire.
la colonisation française, sa particularité est que ce fut une colonisation de peuplement. C'est-à-dire la pire de toutes les formes de colonisation. C'est-à-dire, non pas simplement mettre la main mise sur un pays et exploiter ses richesses, comme ça s'est fait dans d'autres endroits dans le monde, mais éliminer le référent identitaire lui-même. C'est-à-dire, c'est du point de vue... Éliminer une population et mettre une autre à la place. Et la remplacer par une autre. Voilà. La remplacer identitairement, la remplacer... Historiquement, c'est-à-dire des origines, on parlait d'origine byzantine, d'origine romaine, de l'Algérie. Dans l'esprit peut-être du colon français, c'était cette terre appartenait à Byzance et c'était un juste retour malheureusement, même la papauté à l'Église chrétienne. Mêlée du conflit, ça a pris même une dimension religieuse par les missions d'évangélisation. Limé Abdelkader et les résistants algériens, vous faites bien de le dire, parce que la révolution du 1er novembre, avec toute sa splendeur, avec toute sa grandeur, ça n'a pas commencé au 1er novembre. C'est l'aboutissement, comme vous faites bien de le dire, professeur Belmeki, d'un processus qui a commencé avec l'imam Abdelkader, mais également avec Cheikh Mouqani, les révolutions de Sidi El-Hajj, Bouamama, Fatma Soumer, et beaucoup. Il y a eu 130 années de résistance, tout simplement. Il y a eu des recensements qui ont été faits au début de la colonisation. On dit que la population algérienne était de 3 millions. Un deuxième recensement aux alentours de 1845-1850, elle est descendue à 1 500 000. C'est-à-dire que on parle du million de chouhada, mais c'est beaucoup plus. Dans la mesure, on oublie le premier 1,5 million de martyrs, morts de froid, morts de maladie, morts d'extermination des villages qui ont été exterminés. Et là, les résistants algériens, c'est dire toute la violence qui allait être imposée à ce peuple opprimé. La logique aurait voulu que les résistants s'arment, que la réaction soit à l'image de l'agression. Or, ce ne fut pas le cas. Justement, c'est dire tout l'ancrage de ces êtres, vous l'avez dit, dans beaucoup d'entre eux étaient des saints, au sens religieux, au sens d'appartenance, au sens de pureté. C'était vraiment des érudits, et même d'un haut niveau de piété. Et ils étaient reconnus en tant que tels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rendu cette violence, ou ils n'ont pas réagi à cette violence en oubliant les principes universels de la religion à laquelle ils étaient reliés. Et l'imam Abdelkader, justement, a su donner au monde une leçon par rapport à cet ancrage dans les principes du droit humanitaire musulman. Lorsqu'on dit droit humanitaire, on appelle également bien souvent le droit de la guerre. Et on sait que l'islam, sur cette thématique précise du droit, le droit humanitaire, a été un précurseur en la question. On connaît les hadiths, et aussi, ils sont bien nombreux, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, interdisant de couper un arbre, interdisant de porter atteinte aux femmes, aux enfants, interdisant de tuer les religieux, les vieillards, interdisant de mutiler les prisonniers de guerre, au contraire, de leur accorder un bon traitement. C'est tout un droit de la guerre musulmane qui allait faire son apparition avec l'instauration du précepte du djihad, allant de l'égir. D'ailleurs, qui est dit dans des versets de Surat al-Hajj. C'est ce droit-là. Il est entre autres. Ils nourrissent pour l'amour de Dieu le prisonnier de guerre qui était leur ennemi, mais ils le nourrissent pour Dieu. Et beaucoup d'autres versets et hadiths en ce sens. L'imam Abdelkader, son humanisme, je cite l'imam Abdelkader, on peut citer d'autres résistants musulmans. Mais pourquoi l'imam Abdelkader? Parce qu'il a pris une initiative où il a été un précurseur en la question. Vous avez parlé de son aspect de génie politique, où il a été le précurseur de l'État algérien moderne, où avant déjà la colonisation française, il a fait le pèlerinage de la Mecque, il avait eu le grand privilège de voir les institutions égyptiennes de l'Égypte. Ils s'en étaient inspirés. Et là, il a dit, l'Algérie mérite d'avoir déjà un État unitaire. Déjà, il y pensait. La colonisation française et la résistance ces 17 années ont été un catalyseur. Mais le deuxième aspect de l'imam Abdelkader, c'est justement le fait d'avoir rédigé ces règles du droit humanitaire. Elles étaient contenues dans des hadiths, dans des kutub fiqh, des traditions orales qu'on appelle en islam le futouwa, la chevalerie spirituelle, c'est-à-dire l'honneur du guerrier. Or là, l'imam Abdelkader, en 1843 pour certains, un peu avant pour d'autres, allait rédiger un traité. Ce traité auquel il allait donner le nom Mithaq Hifd
حقوق الأسرى وضحايا الحرب. La charte de préservation des droits des victimes de la guerre et des captifs. Dans cette charte, justement, il édicte le bon comportement du soldat et les actes prohibés durant la guerre. Il est strictement prohibé de porter atteinte aux femmes, aux enfants. Il est imposé un bon traitement aux prisonniers, de ne pas porter atteinte aux missionnaires, aux religieux, aux émissaires. Et en même temps, il allait imposer des sanctions, qui étaient parfois des sanctions pécuniaires, le doro, 2, 3 doros, ça, ou bien parfois voire même des sanctions disciplinaires ou des sanctions corporelles pour ceux qui transgressaient ce droit de la guerre. Or là, on est en 1843. Quelques années plus tard, près de 30 années plus tard, on allait voir l'apparition, suite à la bataille de Solferino, du CICR, avec du nom, le Comité international de la Croix-Rouge, qui allait donner naissance Qui s'était inspiré 60. d'ailleurs de... Justement, des premières conventions de La Haye, de Genève, pour rédiger justement ce droit ancestral auquel se référaient les chevaliers dans le respect des combattants. Or, l'Émir Abdel Khader a été un précurseur en la question. Deuxième point sur lequel il allait être un précurseur, c'est la notion d'intervention humanitaire. Il se retrouve à Damas après avoir été exilé. 1860, l'émeute antichrétienne éclate. Que fait l'Émir Abdel Khader? Le devoir de s'interposer. On lui dit pourquoi tu vas sauver ces chrétiens alors même que c'est eux qui... C'est le monde chrétien qui a massacré tes coreligionnaires. Il leur dit ce qu'on a fait était un devoir qui nous a été imposé par la loi de Dieu, le Sharia al-Muhammadiyya, et les droits de l'humanité. C'est toute la grandeur de l'homme, non pas simplement abdelkaderien, de l'homme algérien. Et justement, c'est ces principes intrinsèques qu'on allait retrouver dans les textes fondateurs de la révolution algérienne. Comme Cheikh Belmekki l'a si bien dit, c'est vrai, dans les comportements de nos moudjahidines, rahimahumullah, dans la plupart des cas, c'était une soumission à ces principes, le respect de ces principes. Comme dans toute guerre, il peut y avoir parfois des dépassements, il peut y avoir des erreurs. L'erreur est humaine. Il n'y a pas de guerre dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu d'erreur, où il n'y a pas de faute, où il n'y a pas de dépassement. D'exaction, c'est l'histoire de l'humanité. Mais ce qui nous intéresse ici essentiellement, c'est le comportement en règle générale du combattant algérien du Moudjahid, mais plus encore, les textes, et là peut-être je parle en tant que juriste, les textes de référence qui restent la preuve historique et scripturaire. Parmi ces textes, justement, je vais juste vous citer, suite au congrès de la Soumam, il allait y avoir les 10 grands principes de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Parmi ces 10 principes, bien sûr, il y a combattre jusqu'à l'indépendance totale, le développement des aptitudes militaires de manière constante, le renforcement des liens avec le peuple, la fraternité entre les moudjahidines et un des principes essentiels parmi ces 10 principes, le respect des principes islamiques et du droit international durant le combat. C'est-à-dire que durant le combat, une autre directive militaire qui avait été adressée aux moudjahidines qui dit 1. L'interdiction d'une condamnation à mort qu'au terme d'un procès équitable. Deuxième clause, l'interdiction des exécutions par égorgement, c'est-à-dire même quand il y a une exécution à mort. L'interdiction de tous sévices corporels. La condamnation à mort de tout moudjahid qui viole l'obligation du bon traitement du captif. Là, c'est des textes qui existent. Là, il y a un journaliste français à Oran qui avait visité un camp des moudjahidines en 1956 qui écrit « J'ai constaté durant mon séjour à Oran, dans les régions que j'ai visitées, que les hommes de l'ALN respectent avec rigueur les lois de la guerre. » Le 12 avril 1958, le comité de coordination et d'exécution qui allait devenir quelques mois après le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, allait émettre un décret signé le 12 avril 1958. Ce décret qui allait être le premier règlement militaire algérien, l'ancêtre des lois militaires aujourd'hui algériennes. Que dit ce règlement du 12 avril 1958 ? Il se divise en 3 parties. Première partie, le guide du moudjahid. Deuxième partie, l'ordre public. Rétribution et sanctions essentiellement. Troisième partie, la justice militaire. Parmi les obligations du moudjahid, justement, dans ce guide du moudjahid, ou cette première réglementation du moudjahid algérien, le respect et l'amour du peuple. Deuxième,
la vénération des martyrs et du savoir, l'ilm, l'accomplissement des rites musulmans. Et parmi les grandes infractions qui sont sanctionnées de la manière la plus rigoriste qui soit dans la hiérarchie des sanctions, la désertion bien sûr, la trahison, la rébellion et porter atteinte aux personnes protégées, par le meurtre, l'adultère, le viol, etc. C'est dire que la réglementation militaire algérienne, dès le début, avait pleinement intégré ces principes du droit humanitaire musulman, portés par l'Émir Abdelkader, les grands guerriers algériens, et qui allaient se concrétiser justement dans cette image du Moudjahid et bien entendu du martyr rahimahumullah jami'an. J'ai même entendu des historiens parler de l'appel du 1er novembre en disant qu'on ne peut pas le considérer comme un appel à la violence. Bien au contraire, c'était un appel certes pour tous les Algériens de se regrouper pour justement défendre cette terre et restituer la terre qui a été spoliée, mais c'était aussi un appel pour le colonisateur de venir discuter à la table des négociations pour trouver une entente loin de la violence et de la guerre, professeur Issa Belmekki. Oui, absolument. D'ailleurs, la preuve de tout ça, c'est le fait que l'association des oulémas musulmans d'Algérie ont validé cet appel du 1er novembre. En 1956. Et ils ont même pas mis fin, mais oui, c'est ce qui a été fait, absolument. à leurs activités. C'est-à-dire que elle a été dissoute. Voilà. Non, pas dissoute, gelée. Gelée, oui. Ils l'ont gelée. Il y a eu un conseil général qui a gelé ces activités parce qu'ils jugeaient que leur mission était remplie. Tout à fait. Donc ils ont gelé leurs activités et Cheikh Ibrahim est parti en Orient pour représenter justement l'Algérie sous tous ses aspects. Et la guerre finalement continué et l'Algérie a eu gain de cause. Ça c'est un détail qui montre que d'abord la nation algérienne était homogène à travers tous ses courants idéologiques et intellectuels. Elle était homogène. Malgré des dissensions. Tout le monde s'est rencontré à la grande étape de 1954. Voilà. Il y en a qui disent pourquoi le Jum'iyat al-Ulama n'a pas rejoint jusqu'en 1956. Il faut quand même rappeler que dès le 2 novembre, l'Arbit Bessi a donné de son argent propre. Bien sûr. Il y a eu pas mal de martyrs dans les rangs. Bien sûr. Reda Houhou, oui. Dans les rangs de... moi-même, dans ma famille, il y a 3 ou 4 shahids qui étaient membres de l'association des oulémas. Oui. Donc, l'association des oulémas musulmans algériens, elle avait choisi son terrain d'action. Son terrain d'action, c'est la culture, l'histoire... L'identité. C'est très intelligent. Oui. C'est extrêmement intelligent. Sans cette lutte sur ce terrain-là, l'Algérie ne serait pas indépendante. Parce qu'il fallait d'abord éveiller les consciences, les esprits, les consciences. Sinon, ça ne servirait à rien. Donc, et puis, il faut être honnête avec soi-même. La grande majorité des jeunes, je dis bien des jeunes, qui étaient derrière cette révolution du 1er novembre étaient des élèves de Jamiat al-Ulama Du scout, oui, absolument. Donc c'est clair. Il y avait même des noms prestigieux parmi eux. Donc le seul fait que Jamiat al-Ulama ait agréé et validé cet appel du 1er novembre, ça veut dire que les choses étaient assez mûres pour l'exécution de l'acte final. La plupart, professeur Belmekki, des historiens nous disent pourquoi justement toute cette baraka a eu lieu lors de la révolution du 1er novembre. Ça a réussi et ça n'avait pas réussi avec les résistances qui l'avaient précédé. Justement parce que l'un des secrets du 1er novembre, c'est que ça a pu fédérer tout le monde, avec toutes les divergences idéologiques, de représentation. Il y avait cette unité, et surtout la nuit du 1er novembre, qu'il y ait eu, comme par miracle, tous ces
ces actes de résistance et de déclenchement sur tout le territoire national quasiment. Or, ce qui n'a jamais pu avoir lieu auparavant, c'était des résistances, mais limitées dans l'espace ou disparates dans le temps, spontané. Or, le 1er novembre, ça a été cette expression unanime, mais en même temps au même moment. C'est une véritable unité dans le temps et dans l'espace. C'est un moment de maturation où les choses ont abouti. C'est un moment de conclusion. Donc, ça prouve d'une autre manière qu'il y a tout un processus derrière. Parce qu'avant, les résistances populaires étaient spontanées comme ça. Et il y avait même des problèmes viscéraux qui se greffaient dessus, etc. Par exemple, quand l'émir Abdelkader est arrivé aux limites du beylik de Constantine, le bey lui a demandé de se rallier à lui pour combattre les troupes françaises. Mais l'émir Abdelkader, il lui a posé un problème technique. Il lui a dit, nous allons combattre ensemble. Sous quelle bannière? La bannière algérienne ou la bannière ottomane? C'est-à-dire, il y a des trucs qui sont venus, mais qui n'ont pas arrêté le processus. Et c'est des problèmes techniques qu'on devrait étudier, analyser, étudier, pour en tirer des conclusions positives. Il ne faut pas les laisser comme ça, parce que maintenant, parce que ces choses n'ont pas justement été traitées de façon correcte, il y a des gens qui vous diraient « Ah, l'émir Abdelkader a trahi, il aurait dû se rallier au bey de Constantine », d'autres qui disent le contraire, etc., parce qu'ils ne savent pas que les gens, en temps réel, qui étaient dans le domaine, avaient un problème technique, que la France, elle les a pris de vitesse, elle ne les a pas laissés régler ce problème technique, parce que ce problème technique devait être réglé. C'est ce que les historiens appellent l'anachronisme psychologique. Voilà. C'est-à-dire de regarder ou de juger le passé avec les yeux du présent. Absolument. C'est la plus grande erreur de l'historien. C'est-à-dire de regarder des faits sans être dans la conjoncture historique, politique, culturelle du moment et juger avec les yeux du présent des faits auxquels on n'a même pas assisté. Et là, du point de vue historique, d'un point de vue objectif, c'est une véritable aberration. D'ailleurs, on n'est même pas censé juger. Parce qu'un historien ou un simple citoyen, il n'a pas le droit de s'autoproclamer juge et juger les gens qui l'ont précédé. Qu'aurait-il fait à leur place, s'il était à leur place? C'est ça la question qui doit se poser. Donc, c'est ça le manque d'objectivité et le manque de maîtrise totale de notre histoire. Il faut reprendre notre histoire en main et la maîtriser, pas la fausser. Parce qu'il y a les faussaires de l'histoire. Il y a même les fossoyeurs de l'histoire qui viennent après. Il faut éviter tout ça. Il faut reprendre notre histoire, la réécrire objectivement. Si par exemple il y a des chefs de guerre dans la révolution algérienne qui ont commis des erreurs, il faut le dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des êtres humains. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en train de dénigrer la révolution algérienne ou autre chose. Mais il faut dire la vérité pour que les mêmes erreurs ne se refassent pas. C'est ça, c'est cette honnêteté intellectuelle et morale qui nous manque pour le moment. Parce que l'histoire est idéologisée et politisée. C'est ça le problème qu'il faut éviter. On dit que la sacralisation à l'excès de l'histoire la discrédite. Bien sûr. C'est ça le problème. Bien sûr. Tout en gardant cet aspect sacré de l'histoire dans sa globalité, car c'est le référent identitaire. En même temps, comme vous le dites très bien, il faut essayer, dans la limite du possible, de l'aborder de la manière la plus objective qui soit. Oui, d'ailleurs, l'histoire n'est pas faite pour être sacralisée. Hein. Il n'y a pas d'histoire sacrée. Même l'histoire de l'islam n'est pas sacrée. C'est des faits. C'est une suite de faits qui ont eu lieu, mais c'est la religion elle-même qui est sacrée. Mais pas l'histoire. L'histoire, c'est la mémoire des peuples, c'est les faits qui ont tracé leur lit comme une rivière trace le sien, et l'eau ne remonte pas les pentes. Donc l'eau, elle se dirige du sommet de la montagne vers la mer, personne ne peut l'arrêter. Mais professeur, parfois il y a une confusion entre l'histoire et l'histoire religieuse, ou bien la nation et l'histoire de la nation. C'est ce qui fait que la nation elle-même, c'est un concept quasi sacré, c'est la Ummah, c'est la nation, c'est l'ensemble des Algériens qui étaient, qui sont et qui viendront.
Le concept en lui-même ne peut être que sacralisé, c'est la Ummah. Non, Ça fait partie de la foi. Mais en même temps, l'histoire, étant donné que c'est une partie de la nation. Non, je ne vous dis pas ce qu'il faut pas faire. J'essaie un peu d'analyser. La nation en elle-même est un concept sacré. Son histoire, par ricochet, se retrouve teintée de cette sacralité. Et justement, c'est tout le travail en amont qu'il faut faire pour essayer de faire la part des choses. Comme vous le dites très bien. Dans l'absolu, et c'est pas si facile que... Dans l'absolu, la nation n'est pas sacrée. Il y a des nations qui sont tout sauf sacrées. L'histoire, c'est l'histoire. L'histoire, c'est global. L'histoire de l'Algérie fait partie de la grande histoire de l'humanité. L'histoire, c'est l'histoire. C'est des cercles concentriques et qui sont étroitement liés. Hein. Par exemple, l'histoire de l'Algérie n'est pas indépendante de l'histoire de son environnement international. Il y a des interactions, il y a des causes et des effets. L'histoire, c'est l'histoire. L'histoire, c'est des faits qu'il faut écrire objectivement. D'ailleurs, la quête de la libération de l'Algérie a été une des guerres les plus sanglantes de l'histoire du 19e et du 20e siècle. Très très loin de ce qui est appelé aujourd'hui droit de la guerre. Justement, on connaît toutes les exactions qui ont été commises sur les civils, et justement, parce que ce qui la rendait d'autant plus difficile, c'est que l'armée française faisait la guerre d'Algérie faisait suite justement à la défaite de Dien Bien Phu. À partir de là, les soldats français... Parlons du respect du droit humanitaire de la part de la nation qui a été appelée la nation des droits de l'homme. Justement, c'est ce qui rend toute l'appréhension du concept de droits de l'homme aussi difficile, et ce qui le discrédite bien souvent. Vous trouvez des pays ou des nations ou des civilisations même, qui prennent ce concept de droits humains à double vitesse, 2 poids, 2 mesures. On parle de droits de l'homme. Pour la France, le droit de l'homme ne s'appliquait qu'à la Bastille. Justement. Pas pour les Algériens. On parle de droits de l'homme lorsqu'il s'agit de l'homme blanc, lorsqu'on parle de l'homme du Nord, et on parle de droits de l'indigénat, ou des indigènes, lorsqu'il s'agit de l'homme du Sud ou du colonialisé. À partir de là, comment pouvez-vous parler de droits de l'homme, d'enseignement de droits de l'homme, alors même que le concept lui-même de droits de l'homme a fait son apparition dans un terreau de conception à 2 vitesses. Alors même que le respect de l'humain, de l'autre, n'existe pas. Lorsque en 1845, quand des officiers comme de Cavignac vous disent « Quand j'ai des mauvaises pensées qui me traversent la tête, je fais appeler des prisonniers algériens pour leur couper la tête. Je coupe les têtes de prisonniers algériens et ça se faisait réellement. D'autres qui donnaient des instructions à leurs soldats, ramenez-moi des mains coupées de marabouts, des têtes coupées de marabouts, de shir, de ulama. Ça, c'est dire tout le déni de ces droits les plus élémentaires, des droits humains. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des voix qui s'élèvent même en France, appelant à déboulonner ces statuts d'officiers, comme justement d'officiers tortionnaires, d'officiers des premières vagues de colonisation qui ont commis les plus grandes exactions qui soient. Or, aujourd'hui, qui dans de grands boulevards en Europe, en France essentiellement, sont présentés comme étant des héros de la nation. Il y a aujourd'hui même des Français qui appellent à les déboulonner, et ça s'est fait dans d'autres pays européens. Parce qu'on sacralise les nations. Quand on sacralise les nations, on fait des bêtises pareilles. Ouais. Malheureusement, il y a même des Algériens parfois qui sacralisent des noms de généraux ou de penseurs français de l'époque qui étaient des fervents défenseurs de la colonisation, comme par exemple Tocqueville, etc. Donc, quelque chose de Tocqueville a été l'un des théoriciens de la colonisation de peuplement. Et beaucoup d'officiers français, parce que là, il y a 2 types d'exactions qui ont été commises. Il y a les exactions des premières vagues de colonisation, des 3 millions qui sont devenus 1,5 million, et de la guerre de libération nationale. Toute la sauvagerie qui animait justement, entre guillemets, cette réaction contre les moudjahidines algériens ou bien contre les premiers résistants, pour la première, les premiers officiers français, la plupart, avaient fait leurs armes en Amérique. C'est-à-dire qu'ils avaient vu la manière avec laquelle